les révélations du président Tchani, qui rejoignent les déclarations officielles et internationales des gouvernements du Mali et du Niger, il est hors de question que tout cela soit passé sous silence et que l'on considère comme une révélation qu'on mettrait dans le dossier des pertes et profits, des déclarations de plus, des déclarations restées lettres mortes. Nous, citoyens, des sociétés civiles africaines, des sociétés civiles d'Europe, d'Amérique, nous avons une responsabilité extraordinaire à prendre pour, en réalité, appuyer l'exigence de vérité et de justice exprimée par les leaders de la révolution africaine. Je vais en parler. Commençons par le premier point. Qui est responsable de la déstabilisation de l'Afrique aujourd'hui? Qui est responsable de la déstabilisation du Sahel aujourd'hui? Le président Tchani, lors de cet entretien, a été d'une clarté, mais millimétrée. La déstabilisation de l'Afrique aujourd'hui, dans la forme que nous connaissons, elle a commencé lorsque, dans le but de s'assurer le contrôle sur les matières premières stratégiques africaines, que sont l'uranium, l'or, le manganèse, le bauxite, le cobalt, le lithium, le pétrole, le gaz, l'aluminium, le zinc, le cuivre. Lorsque, pour s'assurer du contrôle de ces matières premières, la grande alliance militaro-politique occidentale s'est assise, elle s'est rendue compte qu'il fallait détruire tous les États africains qui représentaient des pôles de souveraineté importants. Il fallait décapiter, il fallait poursuivre la balkanisation de l'Afrique. Quels sont les États qui, en 2010-2011, représentent des pôles de souveraineté potentielle immenses pour l'Afrique? Ces États sont la Libye de Muammar el-Kadhafi, ces États sont le Mali, à l'époque, il a à sa tête Amadou Toumani Touré, ces États sont le Soudan, à l'époque, il a à sa tête un certain Omar el-Béchir, ces États sont la République démocratique du Congo, depuis d'ailleurs pratiquement les années 60, avec l'élimination de Lumumba, il avait été décidé que ce pays ne devra jamais être dirigé par quelqu'un qui veut que ses richesses servent à son peuple. Le Nigeria, aujourd'hui dirigé par Tinubu, dans les années 2010-2011, est sans doute dirigé par Goodluck et Belé Jonathan. Tous ces pays sont dédiés à une grande déstabilisation. Mais pas simplement ces pays, grands par leur taille, par leur potentiel démographique, mais également tous les pays intermédiaires. Et les questions qu'il y a une certaine instabilité dans tous les pays africains. Ce plan de l'OTAN va se matérialiser par le bombardement de la Libye pendant 6 mois, la destruction de la Libye par, l'alliance militaro-politique de l'OTAN, dirigée par Barack Hussein Obama et son adjointe Hillary Clinton pour les États-Unis. Et les emails de Mme Clinton nous ont révélé les vraies raisons pour lesquelles a été détruite la Libye et assassiné Kadhafi. C'est parce que Kadhafi se préparait à mettre en place une monnaie dinar or africain qui aurait mis fin à la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA sur les économies africaines, qu'il fallait le tuer. Dans cette alliance, la Grande-Bretagne, dirigée à l'époque au plan gouvernemental par David Cameron, est de la partie pour massacrer les Africains en Libye. Dans cette alliance, bien sûr, la France de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha est de la mêlée pour tuer Kadhafi, décapiter le pays. Mais cette alliance de l'OTAN rassemble plus largement tous les grands pays occidentaux, c'est-à-dire elle se recoupe avec ce qu'on appelle aussi aujourd'hui l'Union européenne. Tous sont d'accord, certes pas au même degré, pour que l'Afrique soit déstabilisée. Cette déstabilisation de 2011, les Africains ne doivent pas oublier qu'elle est faite en association avec 2 grandes organisations terroristes, qui sont l'organisation Al-Qaïda, créée dans les années 80 par les renseignements généraux américains pour combattre les communistes soviétiques,
et l'organisation de l'État islamique, dont on sait qu'elle a bénéficié des largesses des renseignements généraux occidentaux, que ce soit la CIA, que ce soit le Mossad, que ce soit eh bien, les grandes multinationales françaises, comme la multinationale du ciment Lafarge. Bref, l'État islamique qui aujourd'hui est applaudi par les grandes puissances occidentales, tout comme Al-Qaïda, pour prendre le pouvoir, vous le voyez très bien, à Damas en Syrie, sous la figure de l'ancien terroriste rebaptisé en démocrate, libérateur, homme de paix, hein, l'ancien aigle transformé en colombe, Mohamed Al-Joulani. Les deux organisations terroristes, en étroite intelligence avec les puissances de l'OTAN, détruisent la Libye. Elles reçoivent une dotation d'armes avec laquelle elles attaquent le Sahel. Et il est important que les Africains se souviennent que se trouve à la tête du Niger un certain président Mahamadou Issoufou, qui le 27 mai 2011 à Deauville pose à Barack Hussein Obama la question de confiance. Il lui dit, President Obama, please don't destroy Libya. Please don't destroy Libya because if you destroy Libya, you will destabilize all Africa. Obama lui répond, no, we will finish the job. Nous irons jusqu'au bout. Nous allons détruire la Libye et nous irons jusqu'au bout des conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, nous savons pourquoi nous détruisons la Libye. Parce qu'en détruisant la Libye, le Sahel va être fragile. Par conséquent, tous les États sahéliens auront besoin de nous, les Occidentaux. Et comme ils auront besoin de nous, nous allons recoloniser militairement tout le Sahel. Et comme les terroristes que nous avons armés en Libye vont descendre sur le golfe de Guinée, nous allons recoloniser militairement la totalité du golfe de Guinée. Tous les pays du golfe de Guinée, après les pays sahéliens, seront obligés d'accepter l'installation de nos bases militaires. C'était ça le plan. Car en fait, qu'est-ce qu'on voit? Après l'attaque de la Libye, le Sahel est déstabilisé, comme le reconnaîtra le président Emmanuel Macron. En juin 2017, dans le Figaro, nous, entre guillemets français, nous avons eu tort de faire la guerre contre la Libye, car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui prospèrent. Fin de citation, Emmanuel Macron, à l'époque, était encore au contact avec la vérité. Qu'est-ce qu'on va observer? Une fois qu'ils ont détruit la Libye, qu'ils sont en train de piller encore aujourd'hui, après l'avoir dépayée, telle qu'elle est aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent leur aide militaire aux États sahéliens qu'ils ont déstabilisés. Voilà comment la France, l'Union européenne, les États-Unis, toutes les puissances occidentales se retrouvent avec leurs armées sur toute la bande sahélienne. Épisode intéressant, le dialogue entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le ministre français des Affaires étrangères en 2013, Laurent Fabius. Laurent Fabius, en 2013, au nom de la France, demande à la Russie de ne pas faire usage de son droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, de ne pas empêcher l'armée française d'intervenir pour stopper les terroristes qui seraient en train de déferler de la frontière nord du Mali vers la capitale Bamako, où ils voudraient prendre le pouvoir, un peu comme ils l'ont fait en Syrie. Paris demande à Moscou de bien vouloir ne pas faire usage de son droit de veto pour empêcher une résolution favorisant l'intervention française. Moscou répond à Paris, vous pouvez y aller, mon cher Laurent Fabius, nous n'allons pas faire usage de notre droit de veto, mais Sergueï Lavrov ajoute ceci. Mon cher Laurent, vous vous apprêtez à combattre maintenant au Mali les terroristes que vous avez armés en Libye. Réponse historique de Laurent Fabius, c'est la vie. C'est-à-dire que Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, était parfaitement conscient de la duplicité de la démarche française de lutte antiterroriste au Sahel, puisqu'il savait que d'une part, l'action française en Libye avait contribué à déstabiliser le Sahel et que l'idée que la France vienne combattre le terrorisme au Sahel, après l'avoir favorisé par la destruction de la Libye, était strictement du domaine de la politique du pompier pyromane. Dire c'est la vie, c'est dire nous avons le droit, d'une part, de soutenir les terroristes pour détruire la Libye
et d'autre part, de faire semblant de soutenir les États sahéliens pour combattre les terroristes que nous avons soutenus en Libye. Car en fait, ce chaos, il nous profite, comme l'a montré Naomi Klein dans son bel ouvrage « Disaster Capitalism ». Le capitalisme du désastre, qui consiste à détruire des pans entiers de la planète afin de forcer les peuples, les États, les gouvernements de cette partie de la planète à se soumettre aux conditions de transactions, aux conditions de coopération internationale avantageuses pour l'Occident. On a donc détruit la Libye, on a déstabilisé le Sahel, comme on déstabilise aujourd'hui la République démocratique du Congo, comme on déstabilise le Soudan, dans l'espoir de s'assurer qu'aucune puissance africaine ne sera en capacité d'imposer le prix réel des matières premières africaines au marché mondial. Donc, devant toutes ces preuves flagrantes que la déstabilisation de l'Afrique est en fait la condition de la continuation du pillage des richesses africaines par les grandes puissances occidentales, s'est levé le 26 juillet 2023 au Niger une force patriotique venue des entrailles historiques du grand peuple africain du Niger. C'est le Conseil national de sauvegarde de la patrie, le CNSP, à la tête duquel, eh bien, on a le président Abdourahmane Tiani. Le CNSP, c'est l'équivalent du MPSR2 au Burkina Faso avec le président Ibrahim Traoré. C'est l'équivalent nigérien, eh bien, du CNT dirigé par le président malien, le général d'armée, eh bien, Assimi Goïta. Ces trois pays, à commencer par le Mali, ont compris que la lutte antiterroriste ne pouvait se faire sérieusement par quelques pays africains que ce soit, qu'à partir d'une relecture totale de la question géostratégique. On ne peut pas combattre le terrorisme au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Sahel en général. On ne peut pas combattre le terrorisme dans toute l'Afrique en s'appuyant sur des puissances occidentales qui ont aidé à son implantation. Toute puissance dans ce monde qui est en étroite coopération avec Al-Qaïda ou l'État islamique, par exemple au Moyen-Orient, ne peut pas être une alliée des Africains pour combattre justement Al-Qaïda et l'État islamique en Afrique. Cette ligne de conduite choisie par les dirigeants du Mali, à partir de l'avènement au pouvoir du président Assimi Goïta, du Burkina Faso, avec l'avènement du président Ibrahim Traoré, le MPSR2, au Niger, avec le CNSP du président Abdourahmane Tiani, représente une remise en cause du grand plan de l'OTAN contre l'Afrique. Et c'est le premier point de mon analyse que je voudrais vraiment que chacun marque dans sa tête. L'OTAN a été surprise, l'OTAN est contrariée, l'OTAN est contredite, l'OTAN est gênée, l'OTAN est même paralysée par l'émergence en pleine Afrique de l'Alliance des États du Sahel. J'ai dit que l'Alliance des États du Sahel était comme une balafre dans le plan de l'OTAN. Alors que l'OTAN comptait à partir de la Libye et s'aimait progressivement vers le golfe de Guinée, à partir au Soudan, à partir du foyer qu'elle a allumé, eh bien, en République démocratique du Congo, descendre progressivement jusqu'à avaler toute l'Afrique du Sud, à partir du foyer qu'elle a allumé au Mozambique, à partir des foyers qu'elle a allumés au Cameroun, des foyers qu'elle essaye de rallumer, eh bien, en République du Congo, allumé au Gabon, allumé un peu partout. L'OTAN était presque de rendre tout le continent africain fragile, friable, cassable, taillable et corvéable à merci. Rien dans les plans de l'OTAN ne voyait émerger la confédération des États du Sahel. La confédération des États du Sahel est la remise en cause du plan de recolonisation militaire, politique, économique de l'Afrique par l'OTAN. Et il faut que tout le monde maîtrise cela. Cette leçon de géopolitique doit être maîtrisée par chaque Africaine, par chaque Africain, comme il maîtrise les 10 doigts de sa main. Le président Tiani a donc expliqué qu'à la tête du Niger, il y a des hommes qui, contrairement à Bazoum, le junta de Niamey qui a fait boum,
Et tous les régimes qui l'ont précédé, à quelques exceptions près, il y a désormais à la tête du Niger des hommes et des femmes qui ne veulent plus coopérer avec les puissances qui ont financé, qui ont aidé, qui ont implanté le terrorisme en Afrique pour combattre le terrorisme. Voilà pourquoi le Mali, le Burkina Faso, le Niger, gouvernés par ces hommes éclairés, ont demandé aux armées, eh bien, impérialistes, néocolonialistes occidentales de quitter leur sol. Ça a été demandé d'abord au Mali, ensuite ça a été exigé au Burkina, ça a été demandé, eh bien, et ça a été obtenu dans ces trois pays jusqu'au Niger. Voilà la situation sur le plan géopolitique. Alors, l'OTAN, l'Union européenne, les anciennes puissances coloniales africaines, dont notamment la France, ont clairement dit par plusieurs déclarations qu'elles allaient punir les pays africains qui leur avaient manqué de respect. Les pays africains qui avaient osé montrer aux Africains le chemin d'une souveraineté imprévue dans les plans otaniens. Je me souviendrai toujours de la déclaration du président de la Commission de la Défense au Sénat français, Christian Cambon, qui a dit ceci: le Mali va regretter de s'être violemment séparé de l'armée française. Fin de citation. Christian Cambon, président de la Commission de la Défense au Sénat français. Le Mali va regretter de s'être violemment séparé de l'armée française. Je tiens à vous faire remarquer que l'armée malienne n'a pas tiré une balle contre l'armée française. C'est une décision qui a été prise de manière souveraine. L'armée française s'est retirée du Mali sans qu'il y ait un soldat français blessé par l'armée malienne, sans qu'il y ait la moindre échauffourée. Elle s'est retirée dans des conditions pacifiques. Mais pour M. Christian Cambon, le président de la Commission de la Défense, eh bien, au Sénat français, c'est un affront pour l'ancienne puissance coloniale d'être obligé de quitter ce qu'elle a appelé pendant longtemps son précaré, sa zone d'influence, sa zone de tenancier de la plume, de penholder, etc., etc. Ils appellent violence ce qui n'est que le retour des Africains à la gestion de leurs propres affaires. C'est ce qu'ils appellent violence. Il faut que vous compreniez. Et donc, le président Tchani, dans son intervention, rappelle aux Nigériens, aux Nigériennes, aux Africaines, aux Africains, au monde entier, qu'il est parfaitement conscient que la grande alliance occidentale en général, donc l'OTAN, l'Union européenne, la puissance française, ne rêve que de punir la Confédération des États du Sahel. Pourquoi punir la Confédération des États du Sahel? Pour les puissances néocolonialistes et impérialistes, c'est important pour décourager tous les Africains. Le président Tchani l'a souligné avec une clarté extraordinaire. Il faut que le Niger échoue, il faut que le Burkina Faso échoue, il faut que le Mali échoue dans sa lutte antiterroriste sans la collaboration avec l'OTAN, avec l'Union européenne, avec la France, pour que cela serve de leçon à tous les autres peuples africains qui contemplent le Mali, contemplent le Burkina Faso et le Niger comme étant des modèles de marche vers la reprise en main du destin de l'Afrique par les Africains. On cherche donc à punir. On veut punir par tous les moyens possibles le Niger, le Burkina Faso et le Mali pour briser le moral aux Africains. Le président Tchani, les mots me sont restés dans le cœur. Il dit, pour montrer aux Africains qu'ils ne sont pas dignes d'envisager un chemin d'autodétermination. Que des notions comme l'autodétermination, la souveraineté, l'indépendance ne sont pas dignes de visiter le cerveau d'un Africain. C'est pour cela qu'il faut punir le Niger. Il faut punir le Burkina Faso. Il faut punir le Mali. Pour que, dans le cerveau de tous les Africains, quel que soit le continent qu'ils habitent, soit enlevée la graine d'espoir qui a germé avec l'Alliance des États du Sahel. Il faut que les Africains se disent, nous ne pourrons jamais vivre dignement de notre uranium, de notre or, de notre cobalt, de notre coltan. Nous ne pourrons jamais dignement vivre de notre pétrole, de notre gaz. On ne pourra jamais vivre dignement de notre manganèse, de notre aluminium. Nous ne serons jamais riches de nos richesses. C'est notre sort. Nous sommes faits pour attendre du FMI, de la Banque mondiale, du Club de Paris, du Club de Londres, du Club de Bruxelles, du Club de ceci, du Club de cela, et bien des largesses. S'ils ont pitié de nous, au moins on pourra manger un peu, on pourra boire. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre la bonne volonté de la communauté internationale pour vivre. C'est cette psychologie aliénée
que ces puissances considèrent comme naturelles aux Africains. Et le président Tchani dit, le problème c'est que au Niger, désormais, c'est non. Non à la psychologie aliénée. Au Mali, désormais, c'est non à la psychologie aliénée. Au Burkina Faso, désormais, c'est non à la psychologie aliénée. Il est hors de question qu'on considère cela comme la condition naturelle de l'homme africain. Il est hors de question qu'on considère cela comme la condition naturelle de l'homme africain. Et voilà pour le premier point, la démonstration devant Abdoulaye Timoro du président Tchani. Maintenant, on entre dans la deuxième partie. Mais la deuxième partie est incroyable. Le président Tchani procède à la description du dispositif tactique et géostratégique de l'ennemi autour de la confédération de l'Alliance. Et en tant qu'expert, ayant étudié ces questions depuis plusieurs années, je me réjouis d'avoir reconnu dans la description que le président Tchani a donnée la théorie de l'oignon géostratégique que je vous avais déjà exposée. Mes chers amis, vous êtes maintenant des dizaines de milliers en direct de cette émission. Dites-moi, est-ce que j'ai donné ici un exposé sur la théorie de l'oignon géostratégique? J'ai appelé ça l'oignon géostratégique. Vous vous en souvenez? La théorie de l'oignon géostratégique, je disais quoi? Je disais qu'il faut imaginer qu'il y a 3 cercles de force autour de l'Alliance des États du Sahel. Le premier cercle sont les groupes armés terroristes. Mais qui a créé les groupes armés terroristes? C'est les renseignements généraux impérialistes occidentaux qui les ont créés. Il n'y a aucun doute. Ce sont eux qui les ont créés. Derrière les groupes terroristes qui sont en première ligne pour ensanglanter l'Afrique, il y a tout de suite, pour ce qui concerne l'Alliance des États du Sahel, les armées de la CEDEAO. Si vous regardez la structure des groupes terroristes aujourd'hui, qui combattent notamment contre la Confédération des États du Sahel, vous vous rendrez compte que toute leur base arrière se trouve dans des États limitrophes de la Confédération des États du Sahel. Base arrière au Nigeria, base arrière au Bénin, base arrière en Côte d'Ivoire, base arrière au Ghana, base arrière en Mauritanie, base arrière en Algérie, base arrière, c'est le cas de l'ambassadeur d'Ukraine qui a organisé l'attaque barbare de Tinzaouaten avec les groupes terroristes au Sénégal. Donc, quand vous regardez la carte des pays de la CEDEAO, vous vous rendez compte qu'elle correspond exactement à la base arrière de tous les principaux groupes terroristes qui attaquent le Mali et se replient en Côte d'Ivoire, se replient en Algérie, se replient en Mauritanie. Hein? Ce sont ces groupes terroristes qui attaquent le Burkina Faso, se replient au nord du Ghana, attaquent le Burkina Faso, se replient au sud de l'Algérie, attaquent le Burkina Faso, fuient en Mauritanie, etc. sont les mêmes groupes. D'accord? Attaquent le Burkina Faso, se replient au nord du Bénin. D'accord? Attaquent le Burkina Faso, se replient au nord du Togo. Ces groupes-là ont tous comme base arrière les pays de la CEDEAO. Et ça, c'est le deuxième cercle que votre serviteur vous avait exposé dans la théorie de l'oignon géostratégique. Le président Tchani revient là-dessus d'une manière méthodique. Et puis, il y a un troisième cercle qui est en quelque sorte le parapluie militaro-stratégique, qui est le parapluie sécuritaire de la CEDEAO. Et finalement, des groupes terroristes, comme on l'a vu au Moyen-Orient, où ils ont pris le pouvoir, à Damas. Mais la difficulté vient ici du fait que cette alliance s'est rassemblée. Plusieurs États se sont mis en un seul. La difficulté vient du fait qu'on ne peut plus couvrir une telle attaque par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie et la Chine opposent leur veto, de telle façon que l'OTAN, l'Union européenne, la France ont eu besoin de la CEDEAO pour faire cette guerre en leur nom. Ils ont eu besoin de mettre la CEDEAO devant. C'est la CEDEAO qui devait utiliser l'aviation de guerre du Nigeria, l'aviation de guerre du Bénin, l'aviation de guerre du Togo, l'aviation de guerre du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, l'aviation de guerre du Libéria. Toute cette aviation de guerre était supposée être utilisée pour attaquer le Niger et le punir. Bien sûr, les impérialistes occidentaux auraient tranquillement camouflé leurs propres avions de guerre à l'intérieur de l'aviation nigériane, de l'aviation béninoise, de l'aviation ivoirienne, supposée, pour attaquer le Niger. On sait très bien que sous couvert de c'est la CEDEAO qui attaque, les impérialistes occidentaux
rêvait de ne faire qu'une bouchée du Niger. Donc, le troisième cercle géostratégique et géotechnique, c'est l'OTAN. C'est l'OTAN qui encercle l'Afrique. Il n'y a que les Africains et les Africaines indignes. Ceux que leurs parents ont envoyés à l'école pour rien. Ceux que l'Afrique a envoyés à l'école pour rien. Qui ne sont pas capables de se mettre devant leur caméra comme moi ce soir et dire « Nous savons scientifiquement que c'est l'OTAN qui attaque l'Afrique. » Que l'OTAN, l'Union européenne, les puissances de l'Union européenne sont en réalité le parapluie géostratégique à partir duquel la CEDEAO harcèle l'Alliance des États du Sahel et les groupes terroristes harcèlent l'Alliance des États du Sahel. Voilà la structure. Il n'y a aucun doute. C'est ça la structure. La structure de l'oignon géostratégique. Cercle premier, les groupes armés terroristes. Cercle 2, la CEDEAO. Cercle 3, c'est l'OTAN. Écrivez ça. Écrivez. Tilana. Le président Tiani a détaillé cela. Et maintenant, le président Tiani, et c'est le troisième point qui, moi, m'a arraché le cœur. J'ai eu des larmes. J'ai eu des larmes aux yeux, en abondance. Quand le président Tiani est entré dans la description fine des responsabilités de chacun des États de la CEDEAO, dans ce complot de l'OTAN, de l'Union européenne, du néocolonialisme français contre l'Afrique. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Ces détails-là, ces détails sont tout simplement scandaleux. Le président Tiani a donné 3 sortes de détails. Le nom des responsables de cet encerclement a été donné. La position géographique, avec les coordonnées géographiques des bases militaires principales de cet encerclement ont été données. À l'intérieur de ces bases, les dates de réunion des principaux responsables de ces groupes armés mixtes, combinant l'OTAN, l'Union européenne, l'armée française et les organisations terroristes. Le président Tiani est allé jusqu'à les donner. Le président Tiani est allé à un deuxième point, c'est les détails sur l'armement reçu. Détails sur l'armement. Par exemple, le président Tiani identifie une commande de 100 drones militaires chinois par le gouvernement béninois et le président Tiani rappelle que ces drones vont être répartis, ont été répartis aux groupes armés terroristes. Il met au défi le ministre de l'Intérieur du Bénin de venir répondre. Il met au défi l'ancien ministre de la Défense. Je crois que c'est de la Défense du Nigeria. Non, l'ancien directeur de la sécurité extérieure du Nigeria, directeur des renseignements généraux du Nigeria, de venir répondre. Il met au défi les dirigeants ivoiriens actuels, Ouattara Draman et sa bande, de venir répondre des dates de réunion et des opérations de formation de groupes terroristes dans les bases ivoiriennes, notamment la base du 43e Bima. Les détails donnés par le président Tiani sont d'une précision qui te dresse tous les poils du corps. Le président Tiani va plus loin dans une autre précision, c'est la question du financement. Le financement des groupes terroristes. C'est incroyable. Le financement des groupes terroristes, nous dit le président Tiani, est facile parce qu'il suffit d'injecter de la monnaie CFA qui n'est pas sous le contrôle des Africains. Le président Tiani nous dit que le franc CFA, ce n'est pas le franc de la communauté c'est le franc de la communauté française. Donc, c'est le franc CFA. Et il nous dit, le franc est fabriqué en France. Il est injecté dans tous les pays africains,
Nos amis sur le site, sur la page YouTube Université Libre l'Afrique de Liberté sont fortement menacés parce qu'on a un problème de partage. S'il vous plaît, faites un effort de partage sur toutes les plateformes, un plus grand effort de partage parce qu'on nous attaque, on nous attaque, on nous attaque. Je ne fais pourtant que récapituler le grand enseignement du président Tchani. Je ne fais rien d'extraordinaire, si ce n'est appliquer cette règle qui dit que le rappel sauve l'âme. Ce que le président Tchani nous a appris là, je récapitule pour que tout le monde comprenne. Alors, on fabrique du franc CFA vide. On fabrique du franc CFA vide et qu'est-ce qu'on fait? On l'injecte dans les groupes terroristes. Les groupes terroristes font leurs courses où? Mais en Afrique. Ils font leurs courses en Afrique. Ils achètent des terrains, ils achètent des immeubles, ils achètent des voitures, ils achètent tout ce qui leur permet de vivre correctement en Afrique. N'est-ce pas? Alors, les Africains, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent leur richesse réelle en échange. Ils donnent leur richesse réelle en échange de cet argent qui a été fabriqué par la planche à biais de Chamalières. Donc, en fait, ce sont les Africains qui créent la richesse du franc CFA, même si ce n'est pas eux qui en profitent. Le président Tchani nous apprend ainsi qu'en fait, on pourrait dire que le terrorisme est financé en Afrique contre la volonté des Africains, mais avec l'argent fabriqué en France, mais l'argent crédité par les Africains. Ce sont les richesses des Africains qui donnent une valeur monétaire. Ce sont les richesses des Africains qui donnent une valeur monétaire à cet argent vide qui sort des caisses de Chamalières. C'est un mécanisme extraordinaire qui vient de nous être expliqué par le président Tchani. On a carrément fabriqué un financement du terrorisme autogéré. C'est-à-dire que les Africains donnent leur richesse en échange. Les Africains donnent leur richesse en échange d'une monnaie dont ils ne sont pas les maîtres. Les Africains donnent leur richesse en échange d'une monnaie qu'ils ne contrôlent pas. Les Africains donnent leur richesse en échange d'une monnaie qui ne leur apporte pas les principaux bénéfices. Voilà ce qui nous est révélé ici par le président nigérien. Le financement, il s'avère une crapulerie de plus. On finance la déstabilisation de l'Afrique, finalement, avec les richesses africaines, en les captant à travers une monnaie. Et ça, c'est très grave. Ce qui montre la nécessité d'aller vers l'indépendance monétaire, la souveraineté monétaire. Ce n'est pas pour les Africains une question d'option. Les Africains doivent sortir du CFA. Parce qu'en fait, à travers le CFA, l'Afrique finance sa propre déstabilisation. Le CFA est une monnaie n'étant pas contrôlée par les Africains, qui est créditée par les richesses africaines. Et ce crédit que les Africains font en donnant leur richesse en échange de cette monnaie permet à cette monnaie de récupérer de la richesse en Afrique. Et cette richesse est paradoxalement utilisée pour maintenir les Africains dans la servitude. Voilà la dialectique criminelle du CFA qu'il faut parfaitement comprendre ici, mes chers amis. Qu'il faut parfaitement comprendre. Donc, alors, très bien. Maintenant, venons-en aux conclusions auxquelles j'aboutis dans cette affaire. Les conclusions auxquelles j'aboutis dans cette affaire. Il faut faire très attention à ceci. Il faut que nous, citoyens européens, citoyens français d'origine africaine, il faut que nous, citoyens américains, citoyens britanniques d'origine africaine, il faut que nous prenions nos responsabilités dans toutes ces parties du monde. Il faut que nous assumions nos responsabilités dans toutes les parties du monde maintenant. Et assumer nos responsabilités dans toutes ces parties du monde, c'est faire quoi? Nous devons nous adresser au Parlement de tous les pays dans lesquels nous résidons. Si nous résidons en Grande-Bretagne, le Parlement britannique. Nous résidons en France, le Parlement français. Nous résidons aux États-Unis, le Parlement américain. Dans toutes les grandes puissances européennes, dans toute l'Union européenne, tous les parlements doivent être ameutés par les citoyens d'origine africaine, afin que soit débattu, un débat public parlementaire au cœur de l'Union européenne, au cœur de chacun des pays de l'Union européenne, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, la question de l'implication des grandes puissances occidentales dans le soutien au terrorisme en Afrique. Nous avons la responsabilité de porter ce plaidoyer à travers des pétitions et aussi en nous adressant aux parlementaires responsables de nos circonscriptions. Moi, j'habite par exemple en Normandie. Je vais m'adresser à tous les parlementaires qui sont des députés de Normandie en leur demandant, en tant que citoyen français résidant en Normandie, je vous demande de porter devant l'Assemblée nationale la question des graves accusations répétées du Mali, du Burkina Faso, du Niger, mais également
de la documentation scientifique politique internationale qui, eh bien, accuse la France d'avoir financé des groupes terroristes, d'avoir armé des groupes terroristes, d'avoir soutenu des groupes terroristes. Il faut qu'on en discute. Il faut que le gouvernement français s'explique devant le peuple français, que le gouvernement allemand s'explique devant le peuple allemand, que le gouvernement britannique s'explique devant le peuple britannique, que le gouvernement américain s'explique devant le peuple américain. Tous doivent s'expliquer. Et c'est notre responsabilité de faire cela, d'obtenir cela à très court terme. Parce qu'on ne peut pas continuer à assister à ces révélations. On ne peut pas continuer à assister à ces dénonciations les bras croisés. Il est temps que tout ceci prenne une dimension politique, une dimension juridique à l'intérieur des États européens. C'est ce que je voulais dire à chacune et à chacun. Pour ma part, j'ai déjà mené des initiatives de ce genre. Je m'engage à introduire auprès du Parlement européen et auprès du Parlement français une pétition dans le début de l'année prochaine, une pétition à laquelle j'appelle tous les citoyens européens, français, qui sont vraiment amis de la vérité et de la justice, à apporter leur appui, parce qu'il faut 1 million de signatures pour que la question soit d'autorité débattue, obligatoirement débattue, selon la loi française. Mais en attendant que nous ayons atteint, eh bien, que cette pétition ait atteint le million de signatures sur le site de l'Assemblée nationale française, où pour ma part je vais la rédiger, sur le site de l'Union européenne où je vais la rédiger, eh bien, j'appelle les Africaines et les Africains de France, d'Europe, de Grande-Bretagne, d'Amérique, à se faire pétitionnaire auprès des députés, des élus de leur circonscription, en leur disant, écoutez, il y a des informations très graves qui émanent de dirigeants africains à propos du rôle de l'OTAN, du rôle de l'Union européenne, du rôle de la France dans la déstabilisation terroriste de l'Afrique. Je voudrais que vous portiez ces informations et que vous obteniez que des investigations eh bien, contradictoires soient menées au plus haut niveau à l'intérieur du système politique occidental. Ce n'est pas possible que depuis que le Mali a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de siéger là-dessus, silence radar, le Burkina a formulé les mêmes accusations, silence radar, le Niger est allé jusqu'au détail, le président nigérien est allé jusqu'à donner la position, il a même donné les coordonnées satellites d'un certain nombre de bases, il a donné les noms des responsables, il a donné le contenu des formations, il est même allé jusqu'à analyser un document, je ne sais comment il y a accédé, un document auquel il aurait accédé, à savoir, eh bien, le rapport de M. Jean-Marie Bockel à son patron Emmanuel Macron. Ça fait beaucoup de choses pour lesquelles les citoyens ont droit à la vérité. Et je pense que nous devons, nous, qui sommes par ailleurs eh bien, des citoyens d'origine africaine, des citoyens en Europe, citoyens britanniques, citoyens américains, nous avons la lourde responsabilité de politiser cette affaire. Au lieu de raser les murs, au lieu de nous défausser et de regarder la télé comme tout le monde, en tant qu'Africains d'Europe, Africains du Royaume-Uni, Africains eh d'Amérique, nous avons une responsabilité envers le continent. Quand il y a des accusations de cette nature, le Parlement doit s'en saisir, au minimum. Et si le Parlement doit s'en saisir, ça veut dire que la justice doit s'en saisir. Ce n'est pas normal que d'année en année, finalement, ça devienne quelque chose de banal. Et je vois que la banalisation de ces accusations a pour but, en réalité, de légitimer la continuation de la déstabilisation. Je viens de lire, par exemple, le communiqué que la CEDEAO a publié, dans lequel la CEDEAO vole au secours du Nigeria. C'est du jamais vu. Je n'avais jamais vu la CEDEAO défendre un pays contre l'accusation d'un autre. Depuis que ce pays, que la CEDEAO existe. La CEDEAO a sorti un communiqué pour dire qu'elle proteste et n'est pas d'accord que le Niger ose accuser le Nigeria d'être un suppôt, un relais du terrorisme international. Ça, jamais la CEDEAO ne va l'accepter. Mais en fait, le déni de la CEDEAO est un aveu. Est-ce que c'est le rôle de la CEDEAO de défendre un État contre un autre? Est-ce que c'est le rôle de la CEDEAO? Si, par exemple, mettons, le Nigeria se sent vraiment blessé, pourquoi il ne porte pas plainte devant la justice internationale? Pourquoi le Nigeria ne porte-t-il pas plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Elle est basée à Arusha. Pourquoi il ne porte pas plainte là-bas? Mais il y a des instances judiciaires. Pourquoi le Nigeria ne va-t-il pas devant la Commission de l'Union africaine? Il y a des instances là-bas. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est basée à Arusha, est compétente. Le Nigeria peut porter plainte là-bas. Eh bien, les autorités nigériennes enverront une délégation pour démontrer que le Nigeria
est en réalité un État relais du terrorisme. Pour ma part, scientifiquement, ce n'est pas compliqué. Le Nigeria est un État relais du terrorisme parce qu'il n'a pas tiré les conséquences du fait que le terrorisme a été installé en Afrique par l'OTAN. Et le Nigeria est un État allié de l'OTAN. Bon, vous ne pouvez pas être allié de la grande alliance qui a amené le terrorisme et dire que vous n'êtes pas un État terroriste. Ça, c'est faux. Deuxième point, le Nigeria a des dirigeants corrompus, hautement corrompus. Et qui dit pays corrompu dit un pays poreux. Il combat le terrorisme depuis pratiquement 30 ans, sans succès. Le Nigeria est incapable de faire face au terrorisme. Pourquoi? Parce que l'administration nigériane est elle-même corrompue jusqu'à la moelle des os, en commençant par Tinubu. Un pays qui est corrompu de cette façon est tout naturellement en proie à la manipulation terroriste. Ça, c'est la deuxième raison. Et puis, il y a une troisième raison. Mais tout le monde a vu le Nigeria vouloir tenter d'exécuter les ordres iniques qui avaient été formulés par le néocolonialisme français, qui avaient été formulés par les menaces de l'Union européenne contre les pays de l'Alliance d'États du Sahel. Tout le monde a bien vu cela. Le projet de guerre de la CEDEAO contre le Niger n'était-il pas porté par le Nigeria de Tinubu? Mais en vertu de quel texte de la CEDEAO le Nigeria voulait-il faire la guerre contre le Niger? Si ce n'est pas pour faire, parachever l'action des groupes terroristes. Donc, voilà trois raisons pour lesquelles, pour moi, en effet, le Nigeria actuel est un État qui est un relais du terrorisme. Les dirigeants nigériens actuels sont des complices passifs, mais non moins responsables du terrorisme. Et là, maintenant, on est en train de voir qu'ils sont en train de devenir des complices actifs. Ils sont en train de devenir des complices actifs du terrorisme, les dirigeants nigériens actuels. Donc, moi, d'un point de vue scientifique, je n'ai aucun mal à montrer que le Nigeria est aujourd'hui un État qui relaie tranquillement le terrorisme. Je n'ai aucun mal. C'est une démonstration facile. Plusieurs hauts responsables nigériens ont été pris la main dans le sac et bien d'une collusion, d'une entente, d'une complicité avec les groupes terroristes. C'est un fait. Et le président Tiani a notamment expliqué comment l'ancien patron des renseignements généraux nigériens a joué au double jeu. Parce que comment le président Tiani, lui, a-t-il obtenu ces informations? Il nous a indiqué. Les informations qu'il nous a données, il les a de deux façons. À travers l'outil satellitaire de ses alliés russes, le président Tiani a une information aérienne de qualité. Deuxième élément, l'armée nigérienne a plusieurs fois mis la main sur plusieurs chefs terroristes de grande importance et qui ont entièrement décrit leur organisation et décrit le... Et puis, il y a une troisième source. Le président Tiani a pris le pouvoir. Il a succédé à Mohamed Bazoum à la tête du Niger. Mais en succédant à Mohamed Bazoum, il a aussi accédé aux archives de l'État qui étaient sous le contrôle exclusif. Il a aussi accédé aux archives de l'État qui étaient sous le contrôle exclusif du système sécuritaire de Bazoum. Donc, le président Tiani, maintenant à la tête de l'État du Niger, sait jusqu'à quel point Bazoum était. Et il nous dit dans cette émission, mais les intérêts des terroristes et ceux de l'État nigérien étaient les mêmes sous Bazoum. L'État nigérien sous Bazoum était un État terroriste. Voilà ce que nous dit le président Tiani. Si quelqu'un a le courage de faire l'autocritique de son propre pays de cette façon, pourquoi les Africains devraient-ils ne pas prendre au sérieux l'avertissement qu'il lance? Voilà les sources du président Tiani. Il a des sources parce qu'il a trouvé tout ce que Bazoum a fait et il a les preuves des actes de Bazoum. Deuxième source, le renseignement satellitaire. Et troisième source, le renseignement général du Niger. Et notamment, les données qui sont prises quand les terroristes sont arrêtés. Quand ils sont arrêtés au Mali, au Burkina ou au Niger, notamment les principaux chefs terroristes, ils parlent. Quand ils sont arrêtés, ils parlent. Ils décrivent leurs conditions de fonctionnement. Le Mali recoupe et vérifie. Donc, le président Tiani ne peut pas se tenir devant nous, accuser aussi l'OTAN, l'Union européenne, la France, accuser le Nigeria, accuser le Bénin, accuser la Côte d'Ivoire de Ouattara, accuser le Ghana de Nana Akufo-Addo. Il ne peut pas se lever et les accuser alors qu'il n'a pas les éléments pour faire face à cela. Quand, par exemple, il évoque le projet de planquer les troupes françaises désormais en troupes invisibles sur le sol africain, il cite plusieurs pays dans lesquels on souhaiterait planquer les troupes françaises. Mais j'espère que vous avez noté qu'il cite des pays comme le Congo, Brazzaville, il cite la République démocratique du Congo, il cite
cite la République démocratique du Congo, il cite le Cameroun, en disant, pour le moment, je n'ai pas la preuve que ce projet a abouti. Mais je vous dis que les informations qui me sont parvenues, c'est qu'ils ont l'intention d'installer des bases de forces spéciales dans ces pays-là. D'accord? Mais j'espère que vous avez bien écouté le président Tiani. Il a cité la Guinée. La Guinée-Conakry est une base de forces spéciales française au moment où on parle. Le président Tiani est le premier dirigeant ouest-africain à le dire clairement. Et les partisans du général Mamadi Doumbouya sont priés de venir nous expliquer ça ici. Ils ont juré leur grand Dieu. Et il n'y a pas de base militaire française en Guinée-Conakry. Il n'y a rien. Le président Tiani dit oui, vous avez une base d'opération spéciale française chez vous. Vous êtes de nouveau en situation de colonisation militaire en Guinée-Conakry. Vous dites quoi? Tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera. Donc, personnellement, je conclus en disant que la grande initiative citoyenne que nous devons prendre, c'est de faire que il doit éclater aux États-Unis, il doit éclater en Grande-Bretagne. La politique de ce pays-là doit intégrer une discussion. La politique de ce pays doit intégrer une discussion sur les accusations de plus en plus précises, de plus en plus nombreuses contre les grandes puissances occidentales. Ces accusations doivent entrer dans le débat citoyen. C'est trop facile que l'Afrique exhibe en permanence de nouvelles preuves et que le monde se voile les yeux.